Alors, le but de cette session, c'est vraiment de faire un petit tour de l'application de l'IA dans le monde du militaire. Hein, comprenez-le vraiment comme un avant-goût de tout ce dont on peut parler à propos de ce sujet, même si je ne prétendrai pas non plus pouvoir résumer l'IA militaire en 30 minutes. Ça, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas être possible. L'idée, c'est vraiment plutôt de vous titiller la matière grise et de vous donner une idée de ce qu'on pourrait parler en deuxième partie pendant nos échanges. Voilà. Mais on aura justement tout le temps de développer vos interrogations si vous en avez. Voilà. Ma présentation, elle vise surtout à répondre à ce type de questions. Qu'est-ce que l'IA militaire? Quels sont les risques? Pourquoi accepter ces risques? Comment les réduire? Voilà. Alors maintenant, il faut juste que je passe à ma deuxième diapo. Hop là. Parfait. Voilà. Donc, je vais commencer cette présentation par comment aiment les drones. Parce que oui, il y a beaucoup de pays qui ont des drones. Alors, voilà, il y a plus d'une centaine de nations et groupes non étatiques, le Hamas ou le Hezbollah, qui disposent déjà de drones, mais la plupart de ces drones sont des drones de surveillance et non armés. Cela dit, il y a un nombre croissant de pays qui adoptent des drones armés. Il y en a 16 pour le moment, mais je crois qu'il y en a eu plus depuis, parce que ce sont des statistiques déjà il y a quelques années, de 2018 je crois. Et donc ça continue encore d'augmenter. Et même maintenant, il y a encore une poignée de pays qui cherchent à se doter de drones de combat furtifs, spécifiquement conçus pour opérer dans des zones hostiles. Donc il y a vraiment un engouement technologique pour l'IA militaire. Et voilà, parmi tous ces acteurs, il y en a vraiment un ou deux qui, on va dire, cette révolution. Il y a peu d'acteurs qui sont aussi importants dans la révolution robotique que les départements de la défense des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est 600 milliards de dollars investis chaque année dans la défense, et c'est plus des 7 pays suivants de l'UNI, pour vous donner une idée. La Chine aussi, elle développe actuellement des drones et elle les vend aussi à de nombreux pays. Par exemple, en juin 2017, la Chine, c'était à peu près 90% des exportations de la technologie des drones. Voilà, c'est elle qui protège la technologie des drones dans le monde. En termes d'investissement, les dépenses mondiales en matière de robotique militaire étaient à peu près de 7,5 milliards de dollars en 2018, avec des dizaines de pays développant leur arsenal de robots aériens, terrestres et maritimes. Donc, vous voyez que c'est vraiment sur plusieurs modes. C'est pas juste les robots terrestres, c'est aussi dans les airs et sur la mer. Voilà. Maintenant, ces robots, ils présentent un inconvénient majeur. La plupart de ces robots, eh bien, sont actuellement télécommandés, sont téléopérés par des humains. Donc, ils dépendent de liaisons de communication fragiles, qui peuvent être brouillées, perturbées par les conditions environnementales. Et sans ces communications, eh bien, ces robots ne peuvent pas effectuer leurs tâches, ou ne peuvent effectuer que des tâches qui sont simples, et leur capacité de fonctionnement autonome limitée. Quelle est la solution alors? Eh bien, c'est davantage d'autonomie. En conséquence, les dépenses consacrées aux drones, qui oscillaient autour de 300 millions de dollars par an dans les années 90, eh bien, ils sont passés à 6 milliards de dollars par an en 2011. Donc, c'est 20 fois plus en une trentaine d'années, oui. Donc voilà, ça explose. Ça, c'est cette idée-là qu'il faut retenir, que c'est un monde en expansion. Maintenant, il faut parler des définitions. Il faut définir les termes du sujet. On parle d'intelligence artificielle militaire, on parle de quoi? Alors, généralement, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence des machines. Et il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a, on va dire, des machines qui sont automatiques. Donc, on peut penser par exemple à des pistolets automatiques. On actionne des détente, on actionne une seule fois, puis le pistolet fait feu en continu. Mais en soi, la machine ne prend aucune décision. Et puis après, on a des robots qui sont, on va dire, automatisés. Donc là, on peut penser par exemple au bot, c'est-à-dire une IA qui va assister l'humain, visé,
à l'aide d'un programme, mais qui, pareil, ne prend qu'une décision. C'est l'humain qui reste au contrôle de savoir si si la personne doit faire feu, c'est l'humain qui décide. Et puis enfin, on arrive au dernier stade où la machine devient autonome. C'est quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui on parle de ça, d'autonomie. Et cette IA autonome, elle prend les décisions elle-même, selon un but, des paramètres préétablis. Voilà. En fait, la machine prend des rôles généralement faits par des humains, puis elle est autonome, puis la machine est dite intelligente. Mais voilà, cette notion d'autonomie va beaucoup nous intéresser. C'est là que repose tout l'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Les armes développées de nos jours deviennent de plus en plus autonomes. Alors, maintenant, ces armes autonomes, l'autonomie. Alors, de quoi on parle quand on parle d'autonomie? L'autonomie, ça englobe trois notions distinctes. Ça englobe la notion du type de tâche effectuée par la machine, la relation entre l'homme et la machine, mais aussi le processus décisionnel. Par exemple, quand on parle de type de tâche effectuée par la machine, on fait une différence, bien sûr, entre une IA qui va servir à la régulation de température et une IA qui contrôle les armes nucléaires. Voilà, parce qu'il y a une différence, on va dire, de responsabilité quelque part. Pareil, quand on parle de relation homme-machine, eh bien là, on va prendre en considération si l'humain est capable de stopper les décisions faites par l'intelligence artificielle, par le robot. Et voilà, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler plus tard. Ensuite, alors il faut maintenant définir ce que c'est une arme autonome. Parce que ce n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Les définitions, elles diffèrent beaucoup selon les pays. Par exemple, on a l'armée britannique qui décrit un système autonome comme un système qui doit être capable d'atteindre le même niveau de compréhension situationnelle qu'un être humain. Donc, c'est-à-dire, c'est un système qui est défini comme sa complexité. Si un système n'est pas capable de réfléchir et de réagir comme un humain, eh bien c'est un système automatisé. Après, il y a d'autres définitions possibles. Comme les USA, ils ont utilisé une définition qui est plutôt basée sur le fonctionnement sur le terrain. Donc, simplement dit, si la machine est capable de remplir seule une mission entièrement, c'est-à-dire par exemple du décollage à l'atterrissage, elle est considérée comme autonome. Donc, un exemple qu'on pourrait donner, c'est par exemple le drone israélien Harpy. Décolle, fait un scan d'une zone prédéterminée, et s'il trouve un radar ennemi, il le fait exploser. Mais s'il n'en trouve pas, il revient au bercail. Voilà, il remplit sa mission de manière complètement autonome, c'est-à-dire toute seule, et sans interaction avec des humains. Maintenant, l'IA, c'est pas juste des drones, c'est aussi la cybersécurité, c'est aussi des armes, des cyberarmes. Et pareil, l'autonomie est essentielle pour les cyberarmes offensives. On peut donner comme exemple Stuxnet. Ce sont des armes qui sont destinées à opérer sur des réseaux fermés, séparés de l'Internet. Par exemple, une fois qu'il a atteint sa cible, Stuxnet, il mène l'attaque seul. En ce sens, Stuxnet est comme un missile à tête chercheuse. Un humain choisit la cible, Stuxnet mène l'attaque. Mais pas une arme, on va dire, autonome, parce que il y a quand même un humain qui interagit, c'est-à-dire qui décide qui doit être attaqué. Donc, dans ce sens-là, on verra encore plus tard, c'est une arme, on va dire, semi-autonome. Voilà. Mais l'autonomie est également essentielle pour la cyberdéfense. Il est impossible de bloquer toutes les cyberattaques. Il est certain que certaines attaques vont passer au travers, en trouvant par exemple dans des systèmes qui ne sont pas mis à jour ou en exploitant les utilisateurs. Outre la lutte contre les logiciels malveillants, les spécialistes de la cybersécurité ont également adopté des cyberdéfenses actives, contrôler les réseaux de l'intérieur.
les protéger, contrer les intrusions, mais aussi pour corriger les vulnérabilités du réseau. Et cette question de corriger les vulnérabilités du réseau, c'est très important. Parce qu'on a passé, il y a quelques années, un stade d'autonomie en cybersécurité. Parce qu'on a réussi au DARPA Grand Challenge. C'est on va dire, un concours organisé par le département de la défense américaine pour, on va dire, récompenser les équipes des avancements technologiques, de toute façon. Et dans ce DARPA Grand Challenge de 2016, eh bien, des équipes ont réussi à créer des machines qui pouvaient corriger elles-mêmes leurs failles. Donc, quelque part, elles créent elles-mêmes de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est révolutionnaire. C'est quelque chose dont on doit vraiment garder à l'esprit. Maintenant, le problème est qu'en ce moment, il y a une asymétrie entre les attaquants et les défenseurs. Que les défenseurs doivent combler toutes les vulnérabilités, alors que les attaquants ils doivent juste trouver un moyen, une faille, etc. Alors c'est pour ça que les cybersystèmes autonomes nivellent le terrain. C'est pour ça qu'ils sont si importants. En partie parce que la défense a l'avantage d'être la première à agir. Elle n'a pas besoin de recevoir une attaque, il y a un attaquant pour une faille. Ensuite, les défenseurs corriger la vulnérabilité. Le système va trouver lui-même les vulnérabilités et les corriger avant même qu'il y ait eu des attaques. Voilà. Maintenant, il faut aussi parler des armes autonomes parce que tout ce qui est numérique est une cible. Et donc, il est certain que les armes autonomes seraient une cible très attrayante des logiciels malveillants, que ce soit un État ou des terroristes. Parce qu'un pirate pourrait très bien, on va dire, pirater et prendre le contrôle d'une arme autonome et la réorienter, c'est-à-dire la renvoyer contre l'armée qu'il a déployée. Donc c'est pour ça que la cybersécurité est aussi très importante quand on parle de l'IA. Alors, donc on parle de dangers, mais quels sont les dangers, on va dire, qui sont liés à l'IA militaire? Alors d'abord, le problème de l'IA, c'est qu'il y a des erreurs. Et les erreurs, ça arrive. On peut prendre par exemple les incidents de l'USS Vincennes et du Patriot, qui constituent en fait deux cas opposés sur l'échelle de l'automatisation du contrôle humain. C'est-à-dire que dans le cas du Patriot, les humains ont trop fait confiance à l'automatisation. Le radar indiquait qu'un avion ennemi était sur le point d'arriver et de bombarder une base. Sauf qu'en fait, c'est une erreur du système. L'avion n'existait pas. Et qu'est-ce qu'ont fait les humains? Quand ils ont envoyé un missile. Et comme le missile n'a pas trouvé de cible immédiatement, le missile a continué son chemin jusqu'à trouver une cible, la première cible qui est arrivée qui était à côté. C'est-à-dire un allié, un pilote allié. Voilà, donc ça, c'est un incident qui est dû à un surplus de confiance. Maintenant, à l'inverse, l'incident du Vincennes, l'USS Vincennes, a été causé par une erreur humaine due au stress. Et les automatisations auraient pu aider, au contraire. Donc, on peut voir que le problème de la confiance est plus complexe qu'il n'y paraît. On ne peut pas juste faire confiance complètement à l'IA, mais on ne peut pas non plus, eh bien, il y a des cas où on va dire où il serait bon de voir un petit peu l'intelligence artificielle quand même. Maintenant, il y a aussi un autre danger, et cette fois-ci, il est directement au machine learning, c'est-à-dire, enfin, spécifiquement, on va dire, ces réseaux neuronaux. Parce que le problème des réseaux, ce n'est pas qu'ils se trompent dans la reconnaissance de certains objets, c'est que la façon dont ils se trompent, bizarre, contre-intuitive. Quand on parle de réseaux neuronaux, en IA, on aime bien employer l'image de la boîte noire. C'est-à-dire qu'on donne des données, il en ressort quelque chose, on pose une question à une IA, et on lui demande de reconnaître telle image à partir de telle donnée. Le problème, c'est que c'est difficile pour les humains de prédire avec précision les circonstances où le réseau neuronal pourrait échouer. Et ce problème de prédictibilité
eh bien, il se pose aussi pour les militaires, pour, on va dire, reconnaître les cibles. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il n'est pas facile d'atteindre haut niveau de fiabilité. Ça nécessite beaucoup de données pour les réseaux neuronaux, et les données sont des expériences dans des conditions d'exploitation réelles. Et cela demande un investissement important en argent, en temps. Donc, autant dire que ce n'est pas facile d'atteindre un niveau de fiabilité correct, dire les choses simplement. Maintenant, la sécurité doit être une priorité absolue pour les dirigeants, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'ils ont souvent d'autres exigences à satisfaire. Mais il serait quand même acceptable de céder le contrôle d'armes à grande échelle, comme les bombes nucléaires, bombes biologiques ou chimiques. Il y aurait un grand nombre de morts en cas d'erreur. Des erreurs, on sait qu'il y en aurait. Voilà. Aussi, quand on parle d'armes autonomes, les chercheurs font souvent référence à ces systèmes autonomes comme étant focalisés sur un but, c'est-à-dire goal-oriented. En d'autres termes, l'utilisateur humain spécifie, donne l'objectif, mais c'est le système qui définit comment va être rempli cet objectif. Donc, la caractéristique d'une plus grande autonomie peut aussi devenir un défaut si l'utilisateur est surpris par le comportement de la machine. Pour les systèmes automatiques ou automatisés simples, c'est probable. Mais plus la complexité du système augmente, il est difficile de prévoir comment la machine va se comporter. Après, il y a des applications non nucléaires de l'IA qui présentent aussi des risques, on va dire, d'escalade accidentelle. Parce que les armées interagissent régulièrement. Des situations qui sont le moins tendues, qui présentent aussi un potentiel de conflit. On peut voir ça, par exemple, en Inde en ce moment, entre la Chine et l'Inde. Mais voilà, il n'y a pas de guerre, on est dans un espace, on est dans un temps de paix, mais il y a quand même des situations qui sont tendues. Et durant ces périodes de zèle, au cours desquelles les nations font appel à leurs armées pour affirmer leur domination, mais sans pour autant chercher à faire feu, eh bien, ce sont des situations qui sont courantes dans les relations internationales. Parfois, ces tensions s'intensifient jusqu'à devenir une véritable crise, dans laquelle la guerre semble imminente, comme la crise de Cuba en 1962. De telles situations, le moindre incident peut déclencher la guerre. Et le problème de l'IA, c'est qu'elle n'a pas la subtilité requise pour réagir face à ces situations. Et donc, l'IA pourrait facilement déclencher une guerre là où un officier réfléchirait à 2 fois. On pourrait par exemple donner l'exemple bien de l'incident du 29 septembre 1983, où un officier soviétique était dans une base où il essayait justement de regarder, de vérifier qu'il n'y avait aucun missile nucléaire qui arrivait sur le territoire soviétique. Eh bien, il a reçu une notification du système de radar. Le problème, c'est que ce personnage, soit il devait reporter justement cette notification à ses supérieurs, et donc leur signifier qu'il y avait une attaque nucléaire par des États-Unis à leur rencontre, soit il devait se taire. Il a choisi de se taire, cet officier, alors que ça allait à l'encontre du protocole. Pourquoi? Parce qu'il avait conscience qu'il était possible que radar faisait fausse route. Et cet homme-là, bien, il a sauvé quelque part le monde. Parce que s'il avait notifié les supérieurs, la première chose qu'auraient fait les supérieurs, c'est provoquer une salle de représailles nucléaires. Et donc, ça aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale. L'IA ne se serait pas posé la question. Est-ce que c'est une situation qui est probable? Est-ce qu'il est probable que les États-Unis envoient 5 ou 6 missiles nucléaires sur le territoire soviétique? Il ne se serait pas posé la question. Il voit une donnée, il réagit. Et donc, il aurait suivi le protocole, c'est-à-dire qu'il en aurait parlé à ses supérieurs. Donc, l'IA aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale. Donc,
Voilà, c'est un exemple pour dire que il faut qu'on regarde avec les processus de décision de l'IA. On ne peut pas, en tout cas, absolument faire confiance à l'IA, surtout lorsqu'il y a de grands enjeux. Après, cela s'applique aussi aux cyberattaques, parce qu'il y a certaines institutions, le FBI, qui ont une politique de représailles automatisée. C'est-à-dire que s'il y a une cyberattaque qui est menée contre eux, bien le FBI, tant qu'il n'y ait aucun humain, il n'y a pas besoin qu'il y ait d'interférence de l'homme. Il y a une cyberattaque contre le FBI, l'IA employée par le FBI, mener une contre-attaque. Mais on peut imaginer que cette contre-attaque va mener à une contre-contre-attaque, etc. Et donc, tout cela, bien, se passe moins d'une seconde. Donc, il est clair que l'homme, bien, l'homme n'a aucune capacité en fait de contrôle sur ces systèmes. Les choses se passent beaucoup trop vite. Donc, il y a, on va dire, un contrôle raisonnable. Donc, cela crée une instabilité et s'escalade dans les conflits. Voilà, donc, en conclusion, l'IA militaire autonome est dangereuse à cause de l'imprédictibilité de ses erreurs, de son incapacité à prendre en compte le contexte, mais aussi à cause du risque de piratage. Là, on fait d'elle une espèce de bombe à retardement. On sait qu'elle fera une erreur, mais on ne sait pas quand. La gravité de l'erreur dépendra seulement du degré d'autonomie. Maintenant, quels sont les enjeux? Pourquoi accepter ces dangers? Bien, simplement parce que l'IA remplit de nombreux rôles. Il y a de nombreuses applications tactiques et stratégiques de l'IA. Par exemple, la collecte de renseignements, le déminage, les missions d'escorte. Il y a de nombreuses applications de la robotique militaire qui ne posent même pas de problème politiques, qui ne sont pas controversées. Par exemple, l'utilisation de l'IA pour les convois logistiques inhabités, les avions ravitailleurs, ça ne pose aucun problème. Personne ne va se plaindre de ça. Maintenant, les États-Unis donnent aussi la priorité à l'autonomie parce que les grandes nations, les grandes armées disposeront d'une capacité de brouillage, obligeant les drones à agir par eux-mêmes. Donc, que les drones puissent agir sans interférence de l'homme, il faut qu'ils soient autonomes. Après, il est aussi vrai que l'autonomie est économique, parce qu'il n'y a pas d'opérateur humain à payer pour chaque machine. Il y a aussi un avantage tactique, technologique, parce qu'avec l'IA, et notamment les drones, il est de plus en plus possible d'avoir des tactiques qui sont complexes. On est passé, par exemple, du simple combat en mêlée générale à des jeux de capture du drapeau avec des drones. Il est aussi possible, par exemple, avec les drones, d'avoir des comportements en essaim. C'est-à-dire que les drones sont capables de travailler ensemble. C'est possible d'avoir une cinquantaine de drones qui travaillent ensemble. Ça a un effet énorme sur les capacités militaires. Un comportement coordonné, c'est la différence entre un paquet de loups solitaires, donc individuels, et une meute de loups. Maintenant, pour la défense, les armes autonomes sont aussi nécessaires dans des circonstances dans lesquelles la vitesse des engagements pourrait dépasser les opérateurs humains. En raison, par exemple, d'attaques de saturation, où des salles de missiles convergent simultanément sur un site à défendre. Les défenses automatisées sont un élément vital pour survivre aux attaques des armes à guidage de précision. Elles comprennent des systèmes de défense comme le système Aegis américain ou le dôme de fer israélien. Donc, ils existent déjà. Ce sont des systèmes de défense qui sont autonomes, des armes autonomes, mais ils ont été utilisés jusqu'à présent de manière très restreinte, c'est-à-dire la défense immédiate de véhicules de base occupés par des humains et généralement ciblés seulement des objets, des missiles, des roquettes ou des drones, mais jamais des personnes. L'autre avantage des armes entièrement autonomes, c'est parce qu'elles ne nécessitent pas de système de communication, j'en parlais. Donc, ça les rend
résiliente face aux perturbations de communication. Les communications sont susceptibles d'être difficiles lors d'une attaque où on opère en territoire ennemi, que l'on est sujet au brouillage ennemi. Et donc, ces drones autonomes sont avantageux pour l'offense. Après, pour certaines applications défensives, on peut aussi utiliser des câbles, du câblage, des positions préparées, pour qu'il y ait de problèmes de brouillage. C'est par exemple ce qu'utilisent les Sud-Coréens avec leurs canons Sentinelle à la frontière démilitarisée. Maintenant, si une armée peut combattre efficacement sans communication fiable, grâce aux armes autonomes, ça diminue aussi l'avantage d'attaque surprise contre les communications. Si on peut envisager que les armes autonomes pourraient donc accroître la stabilité en réduisant l'avantage d'une première frappe. Mais il faut aussi dire que, de l'autre côté, la capacité de continuer une attaque, même si les communications sont coupées, pose aussi un problème pour la désescalade et la fin de la guerre. Si les commandants décident qu'ils souhaitent arrêter une attaque, eh bien, ils n'auront pas la capacité de rappeler les armes entièrement autonomes. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Et dans le futur, alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de bannir les armes autonomes. Est-ce que c'est possible? Bien, en tout cas, pour l'instant, il y a seulement 22 nations qui ont déclaré être en faveur d'une interdiction des armes autonomes, comme le Pakistan, l'Équateur, l'Égypte, Cuba, le Ghana, la Bolivie, la Palestine, etc., etc. Mais ce qu'on peut tirer, c'est que ce sont des pays qui n'ont pas de forces armées. Ce sont même des pays qui n'ont absolument aucune armée, comme le Costa Rica ou le Saint-Siège. Donc, ça n'a pas beaucoup de force. Ce sont des voix qui ne portent beaucoup. En plus, alors que certaines démocraties comme les États-Unis ont été réticentes à armer des robots terrestres, la Russie, elle, ne fait absolument pas preuve de telle hésitation. La Russie développe une flotte de robots pour une variété de missions, la protection de zones statiques au combat urbain. Combat urbain, normalement, on se dit attention civile, c'est dangereux. Donc, mais voilà, et surtout que un grand nombre de ces robots terrestres sont armés, et qu'il s'agisse de petits robots destinés à renforcer les armées, comme des troupes d'infanterie, même des chars. Ils ont déjà créé des chars qui étaient complètement robotisés. Mais voilà, le degré d'autonomie que la Russie donne à ces robots aura un impact très profond sur l'avenir de la guerre terrestre. Car oui, s'il n'y aura pas de prohibition effective, la tendance sera la course à l'armement. Si un concurrent développe une technologie militaire avantageuse, eh bien les autres pays aussi devront la développer, afin de ne pas être en retard. Mais voilà, il y a d'autres solutions. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a un développement de technologies purement défensives, ou qui ne visent pas l'être humain. Alors, l'obstacle serait alors technique et politique. C'est difficile de développer des technologies purement défensives, car ce qu'une machine peut apprendre pour la défense, il peut aussi l'utiliser pour l'offense. Il y a aussi des solutions comme l'adoption d'une doctrine militaire vigilante. Nous avons déjà des exemples d'armes autonomes avec un taux d'accident zéro en des décennies. Donc, ce sont des armes, des systèmes qui sont fiables. J'ai notamment en tête le système défensif américain Aegis. Ils n'ont jamais eu d'accident depuis l'accident de l'USS Vincennes. Ça fait 30 ans. C'est pas mal. Et voilà, leur doctrine se base simplement sur une utilisation vigilante de l'IA autonome. C'est-à-dire qu'ils ont différents modes d'utilisation de l'IA. Ils ont une utilisation automatisée où il y a on va dire trois modes. Un mode qui est avec un opérateur humain directement derrière qui guide chaque décision de l'IA. Un deuxième mode semi-autonome où l'IA s'occupe de tout sauf de prendre la décision, gagner du temps. Donc, au final, l'être humain, l'opérateur humain, juste donner le oui-feu. Et le troisième mode, utilisé très rarement, le mode complètement autonome. Donc, c'est un mode qui existe spécifiquement pour contrer les situations telles que
Il y a eu avec l'USS Vincennes, et je le rappelle, fait une erreur humaine à cause du stress. Voilà, donc c'est la possibilité de l'IA complètement autonome. Dans ce cas, il s'agit seulement de réduire la charge des êtres humains. Voilà, et on peut donc imaginer que ce genre de doctrine peut être employée dans d'autres systèmes. En conclusion, on a vu que les technologies de l'intelligence artificielle, surtout liées à l'autonomie robotique, tenaient de nombreux avantages, aussi bien défensifs qu'offensifs, mais aussi bien stratégiques que tactiques. Certaines technologies ne posent pas de problème, comme l'IA employée pour le transport de logistique, mais d'autres sont plus complexes, alors que le robot est armé. Même à des fins défensives, il y a des risques d'accident. La question se pose, on faire confiance à l'IA, ou plutôt à quel point on peut lui faire confiance. Il n'y a pas encore de consensus là-dessus. Maintenant, certains voudraient l'interdiction tout simplement de drones tueurs, c'est-à-dire des armes autonomes offensives destinées à tuer des humains. Mais même dans ce cas-là, ce n'est pas aussi simple. Alors, le problème de définition de l'autonomie, on l'a vu, se pose. Et tout le monde n'est pas d'accord. Après ce problème de définition, il y a d'autres problèmes, la vérification. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que l'ennemi, ou en tout cas les concurrents, ne vont pas intégrer des logiciels Twitch qui ferait que, par exemple, lors du moment de vérification, le vérificateur ne voit qu'un robot semi-autonome, mais que dès lors que le robot revient à la maison, on appuie sur un switch et puis il devient autonome. Là aussi, il faut l'envisager. Donc voilà, c'est un problème important. Pour l'instant, il semble difficile d'arrêter la course aux armes autonomes, mais la tâche est loin d'être impossible. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous recommande donc le livre de Army of None par Pochard, qui est absolument une excellente introduction à tous ces sujets via militaire. Et sinon, aussi pour aller plus loin, le rapport Technology Roulette par le Center of North American Security. Voilà, je vous remercie.